Ce cerf, ce phénomène, semblait provenir d'un autre monde, un monde que l'on ne comprenait pas, et qui nous était inaccessible. Mon chat avait cette habitude, chaque soir, dès que je lui annonçais qu'il était l'heure d'aller dormir, il fonçait à toute vitesse dans le couloir pour sauter sur le lit, comme un rituel. C'était devenu un petit moment complice entre nous, un geste qui faisait partie de notre quotidien. Le lendemain de sa disparition, alors que j'éteignais les lumières de la cuisine et disais à mon chien qu'il était temps de monter se coucher, j'ai entendu un tintement familier, celui du grelot accroché au collier du chat, suivi de bruits de pas qui couraient dans le couloir. J'étais figé. Ce n'était pas possible, et pourtant, le son était clair. Cela s'est reproduit plusieurs fois, toujours au même moment, puis ces bruits ont fini par disparaître. Pendant des années, plus rien. Silence. Puis, il y a environ 2 ans, mon chien a commencé à montrer des signes de maladie. Subtilement d'abord, les petits bruits sont revenus. Pas tous les soirs, juste de temps à autre, comme un écho lointain du passé. Puis, la dernière semaine avant que mon chien nous quitte, j'ai entendu le tintement tous les soirs, sans exception. 2 nuits après la disparition de mon chien, alors que je me préparais à aller me coucher, j'ai entendu, pour la première fois ensemble, le grelot du chat et les pas du chien sur le parquet. Les deux, côte à côte, traversant la maison comme ils l'avaient fait tant de fois auparavant. Puis plus rien. Depuis, le silence est revenu pour de bon. J'ai la sensation profonde qu'il est revenu chercher son compagnon, qu'ils sont partis ensemble, apaisés. Leur absence me pèse, bien sûr, mais savoir qu'ils sont réunis m'apporte un certain réconfort. Ils étaient inséparables de leur vivant, et je suis convaincu qu'ils le sont restés. Une amie irlandaise m'a confié une histoire marquante sur son oncle, un homme solide et terre à accent grave-terre, qui élève des moutons depuis toujours sur une ferme perdue dans la campagne. Le genre de type qui se fie à ce qu'il voit, pas aux contes transmis autour du feu. Chez lui, tout se mesure à l'ouvrage, au concret. Les superstitions ? Très peu pour lui. Un jour, alors qu'il aménageait de nouveaux pâturages sur ses terres, il est tombé sur un cercle de fées. Pour beaucoup en Irlande, ces formations naturelles sont sacrées. Il s'agit souvent d'anneaux parfaits formés par des champignons, des herbes qui poussent différemment, ou des marques étranges sur le sol. La croyance veut que ce soit des lieux habités par les anciens esprits de la nature, qu'on appelle les fées, bien loin de l'image douce et enfantine qu'on s'en fait ailleurs. Ce sont des êtres puissants, parfois capricieux, qu'on ne dérange pas sans conséquence. Mais son oncle, fidèle à sa nature pragmatique, n'y a vu qu'un obstacle de plus. Il a nivelé le terrain, détruit le cercle, et poursuivi son travail sans y accorder la moindre importance. C'est un geste que les anciens du coin auraient évité à tout prix. Car toucher à un cercle de fées, c'est prendre le risque de provoquer leur colère. Ce printemps-là, l'impensable s'est produit. Chaque brebis pleine a donné naissance à un agneau mort. Sans exception. Une saison entière anéantie. Aucun vétérinaire n'a su expliquer le phénomène. Pas de traces de maladie, pas de changement dans la nourriture ou l'eau, rien d'anormal dans les soins apportés aux bêtes. Juste une série de drames, comme une malédiction silencieuse qui s'abattait sur la ferme. Depuis cet événement, l'oncle a changé. Il n'a plus jamais posé la main sur un cercle de fées, ni même osé s'en approcher. Il raconte l'histoire aux jeunes qui passent à la ferme, non pas pour leur faire peur, mais pour leur rappeler que certaines traditions ont leur raison. Que au-delà du visible, il existe peut-être un équilibre qu'il vaut mieux ne pas troubler. Il n'a jamais eu d'autres soucis après ça, mais il n'a jamais revu un seul cercle non plus. Et si cela devait arriver, il sait désormais quoi faire, le laisser en paix. Une fois, j'étais en randonnée dans le sud de l'Utah, sur une crête de grès rouge sculptée par le vent et le temps, quand mon regard s'est posé sur 2 coyotes qui trottaient tranquillement sur une autre crête, un peu plus loin, à une centaine de mètres peut-être. Le soleil commençait à descendre, projetant des ombres longues et changeantes, ce qui pouvait jouer sur la perception, surtout après plusieurs heures de marche.
Je me suis arrêté pour les observer, fasciné par leur grâce, quand soudain, l'un des deux s'est redressé. Pas juste un saut ou un mouvement brusque, non, il s'est levé sur ses pattes arrière. Il est resté là, droit comme un homme, tournant la tête à gauche, puis à droite, comme s'il vérifiait que personne ne le voyait. Puis, il a pris une démarche nonchalante et a descendu l'autre versant de la crête, comme s'il se promenait tranquillement après le dîner. Je suis resté figé, totalement incrédule. Peut-être que c'était un jeu de lumière, la fatigue, ou un effet étrange de la distance et du relief. Mais ce que j'ai vu ce jour-là reste gravé dans ma mémoire comme l'un des moments les plus étranges que j'ai vécus. Je me suis retrouvé là, seul dans le silence du désert, à me répéter, c'était la chose la plus dingue que j'ai jamais vue. Et franchement, je n'ai toujours aucune explication. Ce n'était pas vraiment quelque chose de surnaturel, mais c'est resté l'une des choses les plus étranges que j'ai vues. Je promenais mes chiens sur notre itinéraire habituel, un sentier paisible que peu de gens empruntent. On croise parfois d'autres promeneurs, mais la plupart du temps, c'est juste moi et mes chiens, au calme. Le chemin traverse une forêt dense, puis longe sa lisière en demi-cercle avant de replonger sous les arbres pour revenir au point de départ. Un jour, alors qu'on marchait tranquillement, j'ai vu, au loin sur une colline, deux silhouettes apparaître. Je n'ai pas une super vue de loin, alors j'ai supposé que c'était simplement quelqu'un avec ses chiens. Par précaution, j'ai mis ma jeune chienne en laisse et on a continué à avancer. En m'approchant, à une 50aine de mètres, j'ai réalisé que ce n'étaient pas des chiens. Il y avait un renard roux, assis calmement, et à côté de lui un cerf de Virginie, plutôt jeune, à peine plus grand qu'un faon. Ils étaient là, tous les deux, immobiles, comme s'ils m'attendaient. Mes chiens, eux, n'ont rien dit, pas un aboiement. Ils ont juste observé, intrigués. On est resté là quelques instants, à se regarder mutuellement. Le renard s'est levé, sans hâte, et s'est enfoncé dans la forêt. Le cerf l'a suivi d'un pas lent, collé à ses côtés. Ils sont partis ensemble, dans le même rythme, comme s'ils avaient l'habitude. Je n'avais jamais rien vu de tel. Un renard et un cerf, côte à côte, comme des compagnons de route. C'était improbable, presque irréel, mais magnifique. J'ai repensé à cette scène pendant des jours. On parle souvent de la nature comme d'un monde sauvage et instinctif, mais ce jour-là, j'ai eu un aperçu de quelque chose d'autre. Une amitié improbable, mais bien réelle. Quand ma mère était en fin de vie, elle parlait souvent avec ma grand-mère, qui était décédée depuis longtemps. Elle me racontait ces moments avec une joie presque enfantine. Aujourd'hui, avec maman, on a regardé les cardinaux. Ils étaient magnifiques. Ça m'a toujours semblé étrange, parce que les oiseaux, ce n'était pas du tout son truc. Elle avait même l'habitude de plaisanter sur sa meilleure amie, une passionnée d'ornithologie, en disant qu'elle ne comprenait pas ce délire d'attendre des heures pour voir un oiseau passer. Et là, elle me décrivait en détail les cardinaux qu'elle observait avec sa propre mère, comme si c'était devenu leur petit rituel. Ce décalage m'a marqué. J'ai su, au fond de moi, que quelque chose d'authentique se passait, que ce n'était pas juste le fruit de son imagination affaiblie. Il y avait une sincérité, une lumière dans ses yeux quand elle en parlait, qui ne laissait pas de place au doute. Et puis, après son départ, il s'est produit quelque chose de difficile à expliquer. Depuis ce jour, je vois un cardinal rouge chaque jour, peu importe où je me trouve. Parfois en pleine ville, parfois en déplacement, dans des endroits totalement différents. En voiture, à pied, dans un parc, même au milieu de lieux où je n'en aurais jamais attendu. À chaque fois, il traverse mon chemin, vif, rouge éclatant. C'est devenu un clin d'œil, une présence discrète mais constante. Je ne cherche plus à comprendre pourquoi ou comment. Maintenant, quand j'aperçois l'un de ces oiseaux, je souris de tout mon cœur. C'est comme si, quelque part, elle était encore là, me disant bonjour à sa manière. Un matin d'hiver, ma copine et moi étions rallongés dans son lit. Il faisait froid, la neige était tombée pendant la nuit,
et on n'avait ni cours ni travail ce jour-là. Sa maison se trouvait littéralement au milieu de nulle part, aucun voisin à des kilomètres à la ronde, juste des bois et des champs. Alors qu'on profitait du calme, blotti sous les couvertures, j'ai entendu une voix, juste derrière la fenêtre. « Baisse-toi, ils vont te voir si tu te baisses pas. » Mon sang n'a fait qu'un tour. Je me retourne aussitôt et là, je vois un homme avec 3 chiens en train de marcher en direction de la porte du garage, à quelques mètres seulement de la maison. Je n'ai pas réfléchi longtemps, j'ai attrapé mon arme et je suis sorti pour aller à leur rencontre, comprendre ce qu'ils faisaient là, aussi près. Moins de 10 secondes plus tard, j'ouvre la porte et plus personne. Le silence total. Pourtant, dans la neige fraîche, on voyait nettement les empreintes de pas, humaines et animales, juste sous la fenêtre. J'ai commencé à suivre les traces, qui allaient vers l'arrière du terrain. Après une centaine de mètres environ, les pas de l'homme s'arrêtaient. Seules les empreintes des chiens continuaient. Puis j'ai remarqué, à une dizaine de mètres sur ma gauche, d'autres traces de pattes, venant de la forêt en direction de la maison. Je les ai suivies, intrigué, et à environ 25 mètres de la maison, des empreintes humaines étaient apparues, comme si quelqu'un s'était matérialisé là, au milieu de nulle part. J'ai fait le tour, espérant trouver une sortie, une piste quelconque vers l'avant de la propriété. Rien. Les traces disparaissaient là, comme si la neige les avait englouties ou que la personne s'était évaporée. Je repense souvent à ce matin-là. Quelqu'un, ou quelque chose, se trouvait sous cette fenêtre. Je l'ai vu. Les empreintes étaient bien là. Mais ce qui s'est passé exactement, je ne le saurai sans doute jamais. Il y a un peu plus d'un mois, j'ai dû faire endormir ma chatte. Elle était âgée, malade, et je savais que c'était la bonne décision, même si c'était déchirant. La maison m'a semblé incroyablement vide après son départ. Elle avait toujours été là, discrète mais présente, avec ses habitudes, ses petits bruits, sa chaleur. Le lendemain, en essayant de reprendre le fil des choses, je me suis mis à faire mon lit. J'avais juste sorti une couverture toute chaude du sèche-linge, encore imprégnée de cette chaleur réconfortante. En la soulevant pour l'étendre, je l'ai vue. Ma chatte. Là, sous la couverture, comme si elle s'y était glissée pour une sieste. Je l'ai vue aussi clairement que si elle avait été vivante. Ses yeux m'ont regardé, elle a cligné des paupières doucement, puis elle n'était plus là. Je suis resté debout, figé, le cœur battant. Ce n'était ni un rêve ni une illusion. Je ne peux pas l'expliquer, mais pendant un court instant, elle était revenue. Peut-être pour me dire au revoir, ou juste pour me faire sentir qu'elle allait bien, quelque part. Ce moment a été bref, mais incroyablement apaisant. Depuis, je garde cette image avec tendresse. Quand j'étais enfant, mon chien s'est échappé une nuit et on ne l'a jamais retrouvé. On a cherché partout, mis des affiches, fait le tour du quartier encore et encore. Mais rien. Il s'était comme évaporé, et malgré l'espoir qu'il revienne, on a fini par se faire à l'idée qu'il était perdu pour de bon. Quelques années plus tard, alors que je jouais dans la cuisine, quelque chose d'inattendu s'est produit. Je me suis retourné et là, il était là. Fifel. Mon chien. Comme s'il n'était jamais parti. Il se tenait à côté de moi, exactement comme je m'en souvenais, avec son regard doux et curieux. J'ai voulu me lever pour aller vers lui, mais à ce moment-là, il a disparu. Juste comme ça. Mais au lieu de la peur ou de la tristesse, j'ai ressenti une paix immense, un calme profond que je n'arrive toujours pas à expliquer. Je suis allé voir ma mère, sans larmes, et je lui ai dit simplement, « Fifel est mort ». Je ne savais pas pourquoi je le disais, mais je le savais. C'était une certitude. Il était venu me dire au revoir, à sa façon. Aujourd'hui, l'adulte rationnel que je suis veut croire que j'ai imaginé tout ça. Un souvenir confus d'enfant, une vision née du chagrin ou du manque. Mais pourtant, c'était si clair. Je vois encore la scène comme si c'était hier, et surtout, ce sentiment de sérénité, je ne l'ai jamais oublié. Au fond, je pense que Fifel est venu me dire qu'il allait bien, et que je pouvais le laisser partir.
Il m'est arrivé de voir des choses étranges, sans jamais pouvoir les expliquer clairement, mais toujours avec cette impression qu'il se passait quelque chose, juste au-delà de la logique. Une fois, alors que je me regardais dans un miroir, j'ai vu passer ce qui ressemblait à une chauve-souris, frôlant ma tête à toute vitesse. Rien autour de moi, aucun bruit, aucune trace. Juste une ombre qui s'est glissée dans mon champ de vision, puis plus rien. À plusieurs reprises, j'ai aussi vu des formes de chats noirs, furtives, se déplacer dans la maison, passer dans l'encadrement d'une porte, s'engouffrer dans une pièce. J'ai toujours eu des chats, mais tous étaient noirs et blancs, jamais totalement noirs. Et à chaque fois que je suis allé vérifier, pensant qu'un des miens s'était faufilé, la pièce était vide. Aucun chat. Juste cette sensation qu'une présence était passée là, l'espace d'un instant. Il y a plus de 10 ans maintenant, je dormais chez ma copine de l'époque. On était jeunes, donc ses parents tenaient à ce qu'on dorme séparément. J'étais installé dans le salon, sur un canapé-lit. C'était l'été, il faisait chaud, la fenêtre était entrouverte, et comme je souffre du rhume des foins, je me réveillais régulièrement pour utiliser mon inhalateur. Au cours de la nuit, je me suis réveillé, et là, un chat noir était assis sur ma poitrine. Je l'ai caressé, il a ronronné doucement, puis s'est installé sur le fauteuil à côté pour dormir. J'avais rencontré l'un de leurs chats plus tôt, et je savais qu'ils en avaient un deuxième, plus timide. J'ai pensé que c'était lui, qu'il m'avait peut-être adopté pour la nuit. Le lendemain, j'ai enfin vu le deuxième chat. Il n'était pas noir du tout, plutôt blanc avec des taches rousses. J'ai raconté ma rencontre nocturne à ma copine, et elle a été surprise, mais pas tant que ça. Apparemment, ce n'était pas la première fois que quelqu'un voyait un chat noir dans la maison. Son ancien chat, noir de la tête aux pattes, était mort des années plus tôt. Depuis, je me demande si ce chat que j'ai caressé cette nuit-là n'était pas simplement venu rendre visite, fidèle à sa maison, toujours prêt à partager un moment de calme. Je ne peux pas l'expliquer, mais je n'oublierai jamais ce moment. Un soir, vers 21h, mon pote et moi étions en voiture, rentrant chez nous en Caroline du Sud. Le ciel était dégagé, aucune brume, aucune pluie, la visibilité parfaite. On roulait tranquillement quand, du coin de l'œil, j'ai aperçu quelque chose sur le bord de la route. Un animal, massif, à 4 pattes, mais avec un détail impossible à ignorer, il semblait sans peau, ses muscles apparents, presque luisants à la lumière des lampadaires. Il avait l'allure d'un grand canidé, mais quelque chose clochait. Il s'est jeté d'un bond sur un chat du quartier, aussi vite qu'il était apparu, il avait disparu. Je n'ai rien dit. Je suis resté concentré sur la route, persuadé que mon esprit m'avait joué un tour, que je n'avais pas vu ce que je croyais avoir vu. Le silence a duré quelques minutes, puis mon ami, assis à côté de moi, a brisé le calme. « T'as vu ça, toi aussi ?» Depuis ce jour, on en reparle de temps en temps, parce qu'on sait ce qu'on a vu. Et ce n'était ni un chien, ni un coyote. En plus, chez nous, il n'y a ni loup ni coyote dans cette zone. Je campe souvent dans la région, je connais bien la faune locale, et même si j'ai croisé quelques coyotes autour de Charleston, c'est rare, surtout dans les zones urbaines. Ce qu'on a vu ce soir-là ne bougeait pas comme un coyote. Il y avait quelque chose de plus inquiétant dans ses mouvements, une fluidité étrange, presque trop rapide, trop précise. Pendant mes épisodes de paralysie du sommeil, j'avais l'habitude de voir un chat dans ma chambre. Pas une créature effrayante, pas une silhouette sombre, juste un chat. Il ne faisait rien d'inquiétant, il se comportait comme un chat ordinaire, il se frottait contre les meubles, s'étirait sur le tapis, ou grattait la table de nuit avec ses griffes. Ce qui m'a toujours troublé, c'est que c'était toujours le même chat. Il apparaissait à chaque fois, comme s'il faisait partie du décor. Je le reconnaissais, sans l'avoir jamais vu dans la réalité. Ce n'était pas un souvenir d'un animal que j'aurais eu enfant ou que j'aurais connu. Non, ce chat-là existait uniquement pendant ces moments où j'étais coincé entre le sommeil et l'éveil. Un jour, alors qu'il était en train de gratter ma table de chevet, j'ai voulu lui crier dessus, le chasser, mais évidemment, impossible de bouger ou de parler.
J'étais cloué au lit, les yeux ouverts, conscient, mais prisonnier de mon propre corps. Lui, il me regardait à peine, comme s'il savait que je ne pouvais rien faire. Avec le temps, j'ai trouvé ça presque rassurant. Là où d'autres voient des choses terrifiantes pendant la paralysie du sommeil, moi je retrouvais ce même chat, calme, indifférent, à faire sa vie dans ma chambre. Ça reste étrange, bien sûr, de revoir encore et encore le même animal dans un état aussi particulier de conscience. Mais je n'ai jamais eu peur de lui. Juste cette impression persistante que, d'une manière ou d'une autre, il était censé être là. Il y a quelques années, j'ai dormi chez ma sœur, dans la chambre de ma petite nièce. En pleine nuit, à 2h38 exactement, j'ai été réveillé par la sensation d'un petit chien qui sautait sur le lit et se blottissait contre moi. C'était réconfortant, paisible, comme si une présence familière venait m'apporter un peu de chaleur dans l'obscurité. Je l'ai caressé sans réfléchir, c'était naturel, presque rassurant. Mais au bout de quelques secondes, une pensée m'a traversé, ma sœur avait bien un chien, mais ce n'était pas un petit chien. C'était un gros chien, qui dormait toujours au rez-de-chaussée. Alors, intrigué, j'ai voulu le toucher à nouveau, et il n'y avait plus rien. Le lit était vide à côté de moi, le silence complet. Le lendemain matin, j'en ai parlé à ma sœur. Elle n'avait jamais mentionné un petit chien dans la maison, mais elle m'a confié que sa fille se réveillait tous les soirs vers 3h du matin, sans raison apparente. Ça m'a trotté dans la tête. J'ai commencé à me demander si cette petite présence que j'avais ressentie était liée à ça. Un compagnon invisible, peut-être, qui veillait sur elle pendant la nuit. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la douceur de ce moment. Ce n'était pas angoissant, au contraire, c'était apaisant. Durant tout le reste de mon séjour, j'ai espéré que ce petit chien reviendrait, juste pour ressentir à nouveau cette tranquillité étrange, ce sentiment qu'on n'est jamais vraiment seul. J'ai vécu plusieurs expériences étranges impliquant des animaux, mais l'une d'elles m'est toujours restée en tête. Elle s'est produite lors d'un séjour dans une auberge, dans une région tranquille, loin de l'agitation. À mon arrivée, l'aubergiste ne m'a parlé d'aucun animal de compagnie. D'ordinaire, les propriétaires préviennent quand un chien ou un chat peut se promener librement et entrer dans les chambres. Là, rien. La nuit tombée, je me suis endormi sans penser à quoi que ce soit d'inhabituel. Au milieu de la nuit, je me suis réveillé en sursaut, tiré de mon sommeil par une sensation inattendue, un chien était en train de me lécher la main, qui pendait hors du lit. J'ai ouvert les yeux et juste à côté de moi, se tenait un chien noir à poils longs. Il me regardait avec douceur, tranquille, et malgré la surprise, j'ai trouvé ce moment réconfortant, j'aime beaucoup les chiens, et sa présence était apaisante. J'ai alors tendu la main pour le caresser, et mes doigts ont traversé son museau comme s'il n'avait jamais été là. L'instant d'après, il s'est dissipé, comme une brume, et j'étais seul dans la chambre. Pris de court, je me suis levé, et allumé la lumière, et inspecté la pièce de fond en comble, mais il n'y avait rien, aucun bruit, aucune trace. Sur le moment, j'ai pensé à une hallucination liée au réveil, un effet du cerveau encore à moitié endormi. Ce genre de phénomène arrive, et je me suis convaincu que c'était sûrement ça. Le lendemain matin, au petit déjeuner, j'ai raconté ce qui s'était passé, un peu gêné, pensant que j'avais simplement eu un rêve étrange. Mais l'aubergiste a souri, puis m'a expliqué que je n'étais pas le premier. Plusieurs clients avaient eu la même visite nocturne d'un chien noir à poils longs. Il était devenu une sorte de mascotte invisible pour l'auberge, au point qu'il lui avait donné un nom, Padfoot. En partant, j'ai signé le livre d'or, et en feuilletant les pages, j'ai vu plusieurs mentions de Padfoot, par des visiteurs qui racontaient la même expérience que moi. Les propriétaires n'avaient jamais eu de chien noir, ni eux, ni les précédents gestionnaires du lieu. Ils n'avaient aucune explication à offrir. Juste la présence fidèle d'un animal que personne ne voyait venir, mais que certains avaient la chance de croiser. Ma mère, c'est le genre de personne hyper rationnelle, qui ne se laisse jamais emporter par des histoires de fantômes ou de trucs bizarres. Franchement,
ce n'est pas le style à inventer ce genre de récit. Pourtant, il y a une expérience qu'on partage et que je n'ai jamais oubliée. Quand j'étais petit, je traversais le couloir de notre maison, assez long et toujours un peu sombre au fond. J'ai levé les yeux et j'ai vu, juste au-delà du dernier encadrement de porte, un homme. Il portait un chapeau, comme un chapeau melon, et il a traversé le mur, comme s'il n'existait aucune barrière. J'ai pris peur et j'ai couru prévenir ma mère. Au lieu de me dire que j'avais rêvé ou que c'était mon imagination, elle a souri doucement, comme si ça ne la surprenait pas. Elle m'a raconté qu'à ses débuts avec mon père, ils habitaient un appartement vraiment lugubre, juste au-dessus d'un propriétaire tout aussi sinistre. Et chaque fois qu'elle dormait là, qu'il fasse jour ou nuit, elle se réveillait en hurlant, en larmes, figée par la terreur. Elle disait qu'à chaque réveil brutal, elle voyait une main juste au-dessus de son visage. Une main masculine, suspendue, menaçante. Puis, au pied du lit, une silhouette apparaissait, un homme, immobile, coiffé d'un chapeau melon. Et dès qu'il était là, la main disparaissait. Elle n'a jamais su qui il était, mais cette présence n'a jamais tenté de lui faire de mal. Au contraire, elle avait le sentiment qu'il la protégeait, qu'il faisait fuir quelque chose d'autre. Depuis qu'ils ont quitté cet appartement, ni elle ni moi n'avons revu cet homme au chapeau. Mais elle en parle encore parfois. Elle pense que c'était peut-être un parent, quelqu'un de la famille décédé avant sa naissance, qui veillait sur elle. Moi, je me souviens juste du jour où je l'ai vu moi aussi, à l'autre bout du couloir. Et je me demande encore s'il veille toujours, quelque part, dans l'ombre. Ma grand-mère avait un Welsh Corgi qui a vécu jusqu'à l'âge remarquable de 19 ans. C'était un chien fidèle, dévoué à sa famille, et surtout très protecteur. Il ne laissait jamais passer une visite sans aboyer, surtout si quelqu'un s'approchait de la maison sans prévenir. Une semaine après avoir dû l'endormir, notre voisin d'un accent grave côté est venu frapper à la porte. Dès qu'il est entré, il a remarqué quelque chose d'inhabituel, le silence. Il a dit, étonné, que c'était étrange de ne pas avoir été accueilli par les aboiements du chien. Mon grand-père lui a alors expliqué, avec émotion, que le chien était parti, qu'on l'avait fait endormir la semaine précédente. Le visage du voisin s'est alors figé, et avec un sérieux qui nous a marqués, il a répondu, « Ce n'est pas possible. Je l'ai vu tous les jours, depuis une semaine, debout sous le grand arbre dans votre jardin. » On a pris ça comme un signe, un dernier geste de présence. Comme s'il était encore là, fidèle à sa place, veillant sur la maison et les siens. Ce n'était pas triste, au contraire. On a senti qu'il n'était pas parti loin, qu'il avait trouvé une façon de rester un peu plus longtemps avec nous. C'était rassurant, presque naturel. Il faisait partie de la famille, et peut-être qu'il n'avait tout simplement pas encore envie de partir. Pendant un certain temps, quand je vivais dans le New Hampshire, j'ai eu des rencontres assez fréquentes avec ce qu'on appelle des ombres, ces silhouettes sombres qu'on aperçoit du coin de l'œil, et qui laissent une impression de malaise difficile à expliquer. À l'époque, je travaillais tard, je ne quittais mon poste qu'après 1 heure du matin, et je vivais en pleine forêt, entouré par les arbres et l'obscurité. La situation est devenue suffisamment pesante pour que, certains soirs, je redoute de sortir de ma voiture une fois garée chez moi. Il m'arrivait de rester assis là, le moteur coupé, à fixer les bois, avec cette sensation oppressante d'être observé, traqué même. Puis, un soir, quelque chose a changé. Je rentrais chez moi, seul sur une route sinueuse qui traversait la forêt. En prenant un virage large, mon regard s'est levé naturellement vers la lisière des arbres, et c'est là que je l'ai vu. Un cerf immense, posté sur le bord de la forêt, me fixait. Mais ce n'était pas un cerf ordinaire, son pelage était argenté, pas gris, pas blanc, argenté, avec un léger éclat, comme s'il captait la lumière de la lune et la renvoyait en frémissant. Il était magnifique. Majestueux. Et au lieu de la peur, une immense sérénité m'a envahi. Toute la tension, toute l'angoisse des nuits précédentes s'est dissipée en un instant. J'ai fermé les yeux, juste un instant, pensant que je ne pouvais pas être en train de voir quelque chose de réel. Mais quand j'ai rouvert les yeux,
il n'y avait plus rien. Il avait disparu. Depuis cette nuit-là, je n'ai plus jamais vu d'ombre. Plus aucune silhouette dans les coins sombres, plus cette peur rampante au fond de moi. Juste le souvenir de ce cerf argenté, et ce calme profond qu'il a laissé derrière lui. Quand j'étais enfant, je faisais souvent de la paralysie du sommeil. C'était récurrent, presque une habitude, et à chaque fois, la même chose revenait. Toujours cette créature. Elle ressemblait un peu à Gollum du Seigneur des Anneaux, mais en plus massif, avec des muscles tendus sous une peau grisâtre, et des yeux noirs, sans le moindre éclat. Depuis de ténèbres. Elle s'asseyait près de ma tête, immobile au début, puis elle se mettait à faire ces bruits étranges avec ses dents, un peu comme ce que fait Hannibal Lecter dans les films, des cliquetis secs, rythmés, qui me glaçaient le sang. Parfois, elle tremblait, comme secouée d'excitation ou de frissons incontrôlables, d'autres fois elle se mettait à pleurer, assise là, à quelques centimètres de mon visage, sans me lâcher des yeux. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était juste mon cerveau en train de jouer avec mes peurs, un cauchemar éveillé fabriqué par mon esprit d'enfant. Je n'en ai pas parlé, pensant que personne ne me croirait. Puis un jour, ma mère m'a raconté quelque chose d'étrange. Elle m'a dit avoir vu, une nuit, une créature assise dans sa chambre. Sa description était presque identique, petite, trapue, avec ses yeux noirs intenses. Elle en parlait avec une inquiétude sincère, comme si cette chose ne venait pas simplement de son imagination. Je ne sais pas si ça compte vraiment, puisque c'était un rêve, mais à l'époque, ça m'a profondément marqué, et honnêtement, ça me fait encore froid dans le dos aujourd'hui. J'étais en CE1, et j'ai rêvé que je jouais dans le jardin devant chez moi avec ma meilleure amie. On riait, on courait, c'était une journée ordinaire, et puis un faucon est passé au-dessus de nous, planant en silence. À l'époque, elle faisait une super imitation du cri du faucon, alors je lui ai dit de l'appeler. Elle l'a fait, et à ma grande surprise, l'oiseau est descendu en piqué, s'est posé sur son bras, et s'est transformé en homme. Il avait de longs cheveux noirs jusqu'aux épaules, une barbe mal entretenue, et une aura étrange, indéfinissable. À cet instant, elle a disparu du rêve, comme si elle n'avait jamais été là. Un autre oiseau a surgi du ciel, s'est posé au sol, et s'est transformé lui aussi, cette fois en une femme blonde, aux traits marquants, presque irréels. La suite du rêve est floue, mais je me souviens clairement que l'homme me parlait, me donnait des instructions, comme pour un rituel ou une sorte de tâche très importante. C'était sérieux, intense, comme si chaque mot comptait. Quand ils ont commencé à partir, j'ai paniqué. Il y avait quelque chose que j'avais oublié de leur demander, quelque chose d'essentiel. Je me suis précipité dans la rue pour les rattraper. Là, ils s'étaient déployés de gigantesques ailes et s'élançaient sur la route comme une piste de décollage. Puis je me suis réveillé, le cœur battant. Le lendemain, à l'école, je cours vers ma meilleure amie pour lui raconter tout ça. Mais avant que je puisse dire un mot, elle me dit « J'ai fait le rêve le plus bizarre cette nuit ». Et là, elle me décrit exactement les deux mêmes personnes, l'homme aux cheveux noirs et la femme blonde. Sauf que dans son rêve à elle, c'est la femme qui lui donnait des instructions. On avait rêvé des mêmes êtres, la même nuit, dans des contextes différents mais liés. On était gamine, on n'a pas vraiment su quoi en faire à l'époque, mais avec le recul c'est resté gravé dans ma mémoire. Quand j'étais à la fac, mon colocataire et moi avions cette habitude un peu bizarre de nous balader en ville au beau milieu de la nuit, vers 2 heures du matin. On ne buvait pas, on était juste des gamins un peu décalés, curieux du monde quand tout le monde dort. Un soir, on passe devant ce qui ressemble à un cadavre de chat, allongé dans le caniveau. C'était une femelle calico, avec une grosse tache brune sur le flanc et une autre orange sur le visage. Elle était déjà raide, la rigidité cadavérique bien installée, et une traînée grasse s'étalait sous sa tête, comme si elle avait été écrasée par une voiture. On est resté un moment à l'observer, un peu mal à l'aise, puis on a repris notre balade, on est descendu jusqu'à un parc, on a flâné, discuté, puis on a pris le même chemin pour rentrer. Une voiture nous a croisés,
ses phares éclairant la rue devant nous. Et là, dans cette lumière, on voit une Calico traverser la route. Même motif, même allure. On arrive à l'endroit où le cadavre était. Le trottoir était vide, sauf pour la même trace graisseuse, exactement au même endroit. Le chat, lui, avait disparu. Durant le reste du semestre, cette chatte est apparue à plusieurs reprises, toujours là où on ne l'attendait pas. Une nuit, elle a poursuivi mon colocataire et un de ses potes à l'autre bout de la ville, à plusieurs kilomètres du lieu de la première rencontre. Un autre jour, on reçoit un mot de notre responsable de résidence, elle veut nous voir. On frappe à sa porte, elle ne dit pas un mot, nous fait traverser le couloir, ouvre la porte de notre chambre, jette un œil à notre foutoir habituel et dit « Ok, pas moyen que vous gardiez un chat là-dedans. » Désolé. Mon coloc et moi, on se regarde, confus. Elle ajoute « Un des gars de l'entretien m'a dit avoir vu un chat à votre fenêtre. » On lui demande s'il a décrit le chat. Elle répond « Oui, blanc avec des taches brunes et oranges. » Et là, c'est le choc. Ce fichu chat, mort, semblait encore traîner autour de nous. Pas juste dans la rue. Dans notre chambre. Pendant qu'on n'était même pas là. Un autre soir, dans une autre ville, avec un autre ami, on se baladait à une heure absurde, encore. On passe dans un quartier résidentiel et 3 chiens s'approchent, un blanc, un noir et un gris, style husky. Ils étaient énormes, plus de 3 pieds de haut, avec des silhouettes longues, maigres, mais pas maigres de faim, maigres d'une autre manière, comme s'ils n'étaient pas faits pour être domestiqués. Leur comportement n'était pas agressif, juste étrange. Ils nous ont suivis pendant près d'1 kilomètre, silencieux. Puis, sans prévenir, ils ont senti une petite haie, ont trouvé une ouverture et s'y sont glissés. On voyait parfaitement autour, ils ont disparu. Littéralement. Je peux accepter que ces chiens étaient juste bizarres. Rien de forcément surnaturel. Mais ce chat qui apparaissait après sa mort, qui semblait nous suivre, entrer dans notre chambre quand on n'y était pas, nous fixer avec hostilité. Ça, je n'ai jamais pu me l'expliquer. Et franchement, je ne veux pas savoir ce qu'il aurait fait si on l'avait surpris en train de rôder dans notre chambre. Quand j'étais ado, j'ai vécu quelque chose de vraiment étrange, et encore aujourd'hui, je ne comprends pas totalement ce qui s'est passé. Tout a commencé de façon plutôt banale, un jour où un ami m'a regardé bizarrement avant de lâcher « Il y a une femme qui te suit ». Je me suis retourné, surpris, regardant partout autour de moi, mais il a ajouté « Non, elle est là, mais pas vraiment là ». J'ai insisté pour qu'il m'explique, mais il s'est mis à rire, genre je dois être cinglé, et il a laissé tomber. Peu après, des choses ont commencé à bouger toutes seules dans ma chambre. Les petits ornements métalliques sur le cadre de mon lit se mettaient à sauter en l'air sans raison. Des chouchous, c'était les années 90, ne me jugez pas, m'étaient carrément lancés à la tête. Ça ne faisait pas mal, c'était juste pénible. Tellement fréquent que je me mettais à râler tout au contre ça. 2 de mes amis ont été témoins de ces trucs, et ça leur arrivait aussi parfois. Mais il y en avait une que ça ne semblait pas supporter, une amie un peu ennemie, avec qui j'avais toujours une relation tendue. Et c'est là que ça devient vraiment bizarre. Un soir, j'étais au lit, lumières éteintes, prêt à dormir. La porte de ma chambre était fermée, et j'entendais la télé dans le salon, ma tante la regardait. Soudain, j'ai senti quelqu'un s'asseoir au bout du lit. Puis, une voix de femme a murmuré mon prénom. Je me suis redressé, tout content, pensant que ma mère était rentrée plus tôt du travail pour me dire bonne nuit. Mais ce n'était pas elle. Je me souviens avoir été figé par la peur. Et ensuite plus rien. Trou noir. La prochaine chose dont je me rappelle, c'est mon réveil le matin suivant, comme si la nuit avait été effacée. Quelques jours plus tard, 2 amis sont venus chez moi après l'école. On regardait la télé dans le salon, puis on a décidé d'aller dans ma chambre. Mon amie pas très aimée a dit qu'elle avait soif et est allée dans la cuisine pendant que l'autre et moi prenions la direction de ma chambre. 1 minute plus tard, un cri perçant a retenti depuis la cuisine. On a couru, et on l'a trouvée recroquevillée au sol, en larmes,
avec 3 marques de griffure sur la joue. L'une des entailles était assez profonde pour saigner légèrement. L'autre amie lui demandait ce qui s'était passé, mais elle restait figée, incapable de parler. Moi, je savais. J'ai senti que c'était là. Et j'ai explosé. Une rage que je ne contrôlais pas. J'ai commencé à hurler contre l'invisible, contre elle. Je ne me souviens pas de tout ce que j'ai dit, mais c'était clair, c'est ma maison, et tu n'es pas la bienvenue ici. Mes 2 amies me regardaient, terrifiées, mais pas de moi. Elles ne pensaient pas que je devenais folle. Non, elles avaient peur de quelque chose d'autre. Après, elles m'ont confié avoir vu une grande ombre noire derrière moi pendant que je criais. Puis, cette chose s'est détournée et est partie. J'ai vécu dans cette maison encore des années, et plus rien ne s'est jamais produit. Comme si cette chose avait compris que c'était fini. Que je ne la laisserais plus faire. Je ne raconte pas souvent cette histoire. En fait, je l'évite autant que possible, parce qu'elle me fout encore une trouille immense, même après toutes ces années. C'est vraiment la seule raison pour laquelle je crois à tout ce qui touche au surnaturel. Avant ça, j'étais comme tout le monde, rationnel. Depuis, je ne peux plus être certain de rien. J'avais environ 5 ans. Une nuit, je n'arrivais pas à dormir, alors j'étais allongé dans mon lit, en train de regarder un livre. Rien de particulier, juste une nuit normale dans ma chambre, à Montana, où on vivait à l'époque. Je me souviens avoir levé les yeux vers la fenêtre, et là, j'ai vu quelque chose. C'était une ombre. Une silhouette humanoïde qui s'est glissée depuis la fenêtre vers mon placard. Ça n'a pas duré longtemps, mais j'ai eu le temps de voir les détails. Elle faisait au moins 2 mètres, peut-être plus. Massive. Les bras étaient épais, les jambes aussi, comme si la chose était faite de muscles bruts. Son visage n'était pas clair, mais il y avait une sorte de museau court, et, ce qui m'a marqué, des oreilles tombantes, comme celles d'un chien. Le tout n'était qu'ombre, mais je pouvais sentir qu'elle me regardait. Et sa démarche, c'était ce qui m'a glacé le sang. Elle se déplaçait à pas feutrés, sur la pointe des pieds, dans une posture presque caricaturale, les bras tendus devant, les mains pendantes, comme si elle essayait de ne pas faire de bruit. J'ai crié, terrifié, appelant mes parents sans oser sortir du lit. Quand ils sont arrivés, je leur ai raconté ce que j'avais vu. On était croyants, et mon père m'a dit sans hésiter que c'était un démon. Il s'est mis à prier, demandant à Dieu de le faire partir. Plus tard, il y a eu d'autres choses. 2 fois, j'ai vu quelque chose de différent, mais tout aussi étrange. Il faisait noir, donc il n'y avait pas d'ombre cette fois. À la place, j'ai vu un pantalon bleu. C'est étrange à dire, mais je voyais clairement un pantalon bleu, comme porté par quelqu'un, avancer vers le placard. Le haut du corps était invisible ou inexistant, je ne sais pas. Juste ses jambes, marchant vers le même endroit que la créature. Ce qui me hante le plus, c'est ce que m'a raconté une amie un jour. Elle était venue jouer dans ma chambre. On s'amusait, rien d'anormal, jusqu'à ce qu'elle se fige et regarde la porte du placard. Elle est devenue livide. Elle m'a dit qu'un visage était apparu devant elle, sur le bois, et qu'il lui avait dit « Je te reverrai, et je te tuerai ». Elle m'a raconté ça avec des larmes dans les yeux, et ce n'était pas du jeu, pas une blague. Ce regard de terreur, je m'en souviens encore. Plus tard, sa famille a emménagé dans cette maison après notre départ. Des années après, par curiosité, j'ai cherché à la retrouver. J'ai découvert qu'elle était décédée en 2012. Je garde un certain scepticisme, parce que je veux des réponses. J'ai cherché, essayé de trouver des gens qui auraient vécu des choses semblables, mais pour l'instant, rien. Et pourtant, je sais que ce que j'ai vu était réel. J'en porte encore le poids. Et quelque part, je me demande si ça n'est jamais vraiment parti. J'ai déjà vu Bigfoot. Ce n'est pas une blague, ni une histoire que je raconte pour impressionner. J'étais avec mon cousin ce jour-là, et je n'étais pas seul à le voir. Il habitait à la campagne, dans une zone boisée,
pas loin d'un petit village sur la réserve. On passait souvent notre temps à explorer les bois, à marcher pendant des heures. Ce jour-là, on était en train de rentrer chez lui, mais on avait pris un chemin un peu différent, et on a fini par sortir des bois beaucoup plus loin que d'habitude. Là où on est sorti, c'était un champ de maïs, complètement dégagé. Pas d'abri, juste nous et les épis secs, qui faisaient du bruit dans le vent. On a décidé de traverser le champ pour rejoindre une partie plus en pente, qui descendait vers la maison. Ma vue n'était pas terrible à l'époque, je n'avais pas encore de lunettes, donc tout me paraissait flou à distance. Mais à un moment, j'ai vu quelque chose de grand, noir, marcher le long de la lisière, là où on venait de sortir de la forêt. J'ai cru que c'était le frère aîné de mon cousin, Junior Point, qui venait peut-être nous chercher ou nous faire une farce. Alors j'ai crié, un peu moqueur, « Junior Point, tu vas où comme ça ?» La silhouette s'est arrêtée et s'est tournée vers nous. Elle m'a fixé, même si je n'arrivais pas à voir son visage clairement. Puis elle s'est remise à marcher. Mon cousin m'a tapé sur l'épaule, l'air paniqué, les yeux rivés au sol. Il m'a dit doucement, « C'est pas Junior. » J'ai senti la tension dans sa voix, mais j'ai insisté, un peu confus, « Quoi? Si c'est pas lui, c'est qui alors ?» Il n'a pas répondu. Il a juste répété, « On continue de marcher, on rentre. » On a fini par arriver chez lui, sans se retourner. Et là, une fois à l'intérieur, il m'a expliqué ce qu'il pensait avoir vu. Ce n'était pas un homme. Ce n'était pas un farceur. Il était sûr que j'avais crié sur un Bigfoot. Je n'oublierai jamais cette sensation étrange quand la silhouette s'est tournée vers moi. C'était trop grand, trop massif, trop silencieux. Depuis, je regarde toujours 2 fois quand je suis en forêt. Parce que maintenant je sais que, parfois, ce qu'on croit être juste un arbre ou un homme, ce n'est pas ça du tout. Quand j'avais environ 11 ou 12 ans, j'ai vécu un moment que je qualifierais de bizarre, mais qui m'est resté en tête. Je m'étais endormi assis, les mains posées à plat sur mes cuisses, paumes tournées vers le ciel. À un moment, j'ai réveillé, du moins, c'est ce que je pensais. J'entendais clairement ma mère et mon frère parler fort en bas. Je ne comprenais pas exactement ce qu'ils disaient, mais je reconnaissais parfaitement leur voix. Puis j'ai commencé à entendre un chat miauler. C'était net, distinct, comme s'il était juste à côté. J'ai crié, « Maman !» « C'est à qui, ce chat ?» Pas de réponse. Et là, la porte de ma chambre s'ouvre doucement, et un chat blanc entre. Je l'appelle, avec le recul, le chat cosmique, parce que dès qu'il est entré, j'ai senti quelque chose. Une énergie, une puissance indescriptible, comme s'il était plus qu'un simple animal. J'ai eu envie de le caresser, mais c'est là que j'ai réalisé que je ne pouvais plus bouger mes bras à partir des coudes. Et pourtant, je n'ai pas paniqué. Je me suis juste contenté de sourire au chat, qui s'est approché sans bruit. Et d'un coup, il m'a mordu au poignet gauche, comme une attaque rapide de serpent. Je suis gaucher, et c'était sur cette main. La morsure était nette, précise, presque mécanique. Je me suis réveillé en sursaut, haletant, la main crispée sur mon poignet. Et le plus étrange, je sentais encore la morsure. Une douleur fine et persistante, comme si ces crocs m'avaient suivi dans le monde réel. Pendant des heures, cette sensation est restée. Je n'ai jamais vraiment vécu de paralysie du sommeil, mais je pense que c'est ce qui s'en rapproche le plus. Après cet épisode, j'ai commencé à avoir des rêves dans lesquels je ressentais de la douleur, physiquement. Pas juste des sensations vagues, des vraies impressions de contact, de coups, de morsures. J'aurais pu laisser tout ça classer comme un rêve chelou parmi tant d'autres, j'en fais souvent, sauf qu'1 an plus tard, j'en ai parlé à ma mère. Je lui ai raconté ce rêve de chat blanc, la morsure, la sensation étrange. Et là, elle me regarde avec des yeux ronds et me dit, « Moi aussi j'ai fait ce rêve. » Sauf que j'ai entendu un serpent siffler, et c'est lui qui m'a mordu, au poignet droit. Je me suis réveillé en sentant encore la morsure. Depuis, on a tous les deux parfois des rêves où l'on sent les choses. Et on ne sait pas trop quoi en penser. Est-ce que c'était une coïncidence ?
Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on partage, un lien étrange? J'en ai aucune idée, mais ce chat cosmique, je m'en souviendrai toujours. Voilà, ça compte peut-être pas comme une vraie histoire flippante, mais franchement c'était pas banal. Au lycée, un soir, j'ai déposé une amie chez elle. Elle vivait sur une route de campagne, assez isolée, et après l'avoir laissée devant chez elle, j'ai repris la route pour rentrer chez moi. Alors que je m'éloignais, j'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur. Et là, j'ai vu quelqu'un. Un homme très pâle, à la peau presque blanche, avec ce qui ressemblait à des brûlures sur tout le corps. Il se tenait là, immobile, et une seconde plus tard, il avait disparu. Pas de mouvement, pas de bruit. Sur le moment, j'ai cru que mon esprit me jouait un tour. Mais plus tard, j'en ai parlé à la sœur de mon ami, en passant la scène sous silence au début, puis en lui racontant ce que j'avais vu. Elle a blêmi. Apparemment, cet homme avait été aperçu à plusieurs reprises autour de leur maison ces derniers temps. Une présence étrange, qui rôdait. La famille, inquiète, avait même tenté de le faire partir, de façon respectueuse, en organisant une sorte de rituel ou de purification. Un mois plus tard, leur maison a brûlé. Complètement. Il ne restait plus rien. Je n'ai jamais revu cette silhouette, mais je repense souvent à ce que j'ai vu dans ce miroir, à ce regard figé dans la nuit, et à la sensation glacée que ça m'a laissé. Je ne suis pas du genre superstitieux. J'ai toujours eu les pieds sur terre, et je cherche d'abord des explications rationnelles aux choses étranges. Mais il y a une maison où j'ai vécu enfant, et que mes parents et moi sommes tous convaincus d'avoir été différentes. Peut-être hantées. Ou alors, quelque chose d'autre, quelque chose qu'on ne comprenait pas, mais qui n'était pas normal. Ça a commencé par le comportement de nos chats. Plusieurs fois par jour, les deux s'arrêtaient net, peu importe ce qu'ils faisaient, et se mettaient à suivre quelque chose d'invisible qui se déplaçait dans la pièce, leurs yeux suivant un trajet précis, comme si un objet traversait lentement l'espace, puis repartait dans l'autre sens. Et ensuite, comme si de rien n'était, ils retournaient à leurs occupations. Mais parfois, c'était bien plus intense. Ils entraient dans une sorte d'état d'alerte absolu, oreilles rabattues, poils hérissés, regard fixe et terrifié, corps figé comme s'ils faisaient face à une menace invisible. On devait les toucher, les caresser doucement pour les ramener à eux, et même là, il fallait plusieurs secondes avant qu'ils reviennent vraiment à la normale. C'était comme s'ils combattaient quelque chose, ou s'attendaient à devoir le faire. Et puis il y avait la cave. L'un des chats s'obstinait à y descendre, se planter devant un placard bien précis, se figer, et hurler. Pas un miaulement normal, pas un cri de faim ou de peur, un hurlement guttural, rauque, presque inhumain. On aurait dit qu'il souffrait, ou qu'il voyait quelque chose qui le mettait dans un état de panique totale. Ce son me hante encore. Le plus étrange, c'est que ces comportements n'ont jamais existé avant que nous emménagions dans cette maison. Et ils ont cessé dès que nous l'avons quittée. Et ça, c'était juste les chats. Le reste des bruits sans origine, des objets déplacés, cette impression constante d'être observé. Une tension sourde, jour et nuit. Même aujourd'hui, on en parle encore parfois entre nous, et on sait que quelque chose n'allait pas. Peut-être qu'on n'aura jamais d'explication, mais on sait ce qu'on a vécu. Et on n'a jamais revécu ça ailleurs. J'étais avec 5 amis quand c'est arrivé, donc ce n'est pas juste un souvenir flou ou une vision isolée. On campait dans le sud de l'Ohio, sur un terrain privé où ma famille va depuis plus de 40 ans, sans jamais rien vivre d'inhabituel. C'était la routine estivale, et ce soir-là, vers 23 h, on marchait tranquillement vers la piscine du site, située à l'entrée du terrain. C'est là qu'on l'a vu. À environ 60 mètres devant nous, une silhouette noire traverse la route. Au début, on a cru que c'était un gros chat sauvage, quelque chose de la taille d'un puma ou d'un lynx. La lumière des lampes de poche, les bruits nocturnes, tout semblait normal. Jusqu'à ce que l'animal arrive au milieu de la route, et se redresse sur ses pattes arrière. D'un mouvement fluide, presque naturel,
il s'est mis à marcher droit, comme un être humain, et a disparu dans la forêt. On est resté figé. On avait 16 ans, donc bien sûr on a flippé. Mais comme tous les ados, la peur s'est vite transformée en curiosité. On a couru jusqu'à l'endroit, torché en main, scrutant les arbres sans oser y entrer. Rien. Pas un bruit, pas un mouvement. La forêt nous renvoyait juste un silence compact, comme si elle avait avalé ce qu'on avait vu. On n'a jamais revu cette créature, et aucune autre personne de ma famille n'a jamais parlé de quelque chose d'approchant, malgré des décennies passées sur ce même terrain. Ce que c'était, je ne saurais le dire. Ma famille et moi étions en train de déménager d'une maison qu'on considérait tous comme hantée. On avait eu droit à tout, coups frappés sur les portes sans personne derrière, bruit inexplicable, apparitions, objets déplacés, le package complet. On avait fini par en avoir assez, alors on avait tout emmené dans la nouvelle maison, y compris les animaux, prêts à tourner la page. Mon père et moi sommes retournés une dernière fois à l'ancienne maison pour faire 2-3 réparations, un peu de nettoyage, et fermer définitivement les lieux. La maison était complètement vide, rien, pas un meuble, plus de bruit de vie. On s'occupait de remettre une porte sur ses gonds quand j'ai entendu quelque chose. C'était mon chien. Enfin, son aboiement, résonnant dans toute la maison, comme si c'était encore chez lui. Et ce n'était pas un aboiement générique, c'était le sien, que je reconnaîtrais entre mille. Sauf que voilà, le chien était déjà dans la nouvelle maison, à des kilomètres de là. Mon père m'a regardé, j'ai croisé son regard, et sans dire un mot, on a laissé tomber la porte par terre et on s'est tiré. Pas de discussion, pas de vérification. Juste, non. Foutu en droit. On ne voulait plus rien avoir à faire avec cette maison, et apparemment, elle non plus ne voulait pas nous laisser partir sans un dernier rappel qu'elle était, et resterait, un endroit où les choses n'étaient jamais vraiment normales. Je crois que j'ai vu mon animal spirituel, une fois, pendant une méditation. À ce moment-là, je traversais une période compliquée, et pour essayer de retrouver un peu de paix, j'ai lancé une méditation guidée pour le sommeil. Rien de mystique, juste une tentative de me détendre et, peut-être, de m'endormir plus facilement. L'enregistrement te guide dans un jardin, puis te fait traverser un pont, entrer dans une forêt, passer dans une étendue d'eau, jusqu'à arriver dans une clairière baignée de lumière. Puis la voix dit qu'une lumière se déplace entre les arbres vers toi, c'est l'esprit de la forêt, et tu peux lui poser une seule question. J'étais détendu, éveillé mais calme, je suivais l'exercice sans vraiment y croire, juste en imaginant ce que la voix disait. J'étais prêt à visualiser un être humain lumineux, quelque chose d'assez banal, j'attendais juste que le guide dise qu'il entre dans la clairière pour imaginer cette silhouette dorée. Et là, la voix le dit. Mais ce n'est pas un humain qui apparaît dans mon esprit. C'est un cerf immense. Un majestueux grand cerf aux yeux d'une douceur indescriptible. J'ai été surpris, presque choqué, parce que je n'avais pas prévu ça, je n'avais même pas pensé à ça. C'était comme si quelque chose avait pris le contrôle de mon imagination, doucement, mais sans que je puisse l'arrêter. Il s'est approché lentement, et je voyais chaque détail, le pelage épais, presque comme une crinière autour de son cou, ses bois puissants, mais surtout son regard, empreint de sagesse et de paix. La voix me rappelle que je peux lui poser une question. Alors, dans mon esprit, je lui dis, je veux juste être heureux à nouveau. Le cerf s'approche encore, et pose son front contre ma poitrine. Je sens ses bois toucher mes épaules. Et je sens ce contact. Physiquement. Le poids sur ma poitrine, la pression, la chaleur. Et je sais que je suis éveillé, parce que les larmes coulent sur mon visage, je sens les draps contre mon dos. Je suis là, dans mon lit, mais je vis aussi ce moment, intensément. Je le remercie. Il s'éloigne, la méditation se termine. Moi, je reste allongé là, incapable de bouger, juste en larmes, pas de peur ou de tristesse, mais d'émotion pure. Je suis quelqu'un de plutôt rationnel, mais ouvert d'esprit. Je ne sais pas vraiment ce que c'était. Une expérience intérieure? Une vraie rencontre?
Je ne cherche pas trop à l'analyser. C'était fort, c'était réel pour moi. Et ce que je peux dire, c'est que depuis ce jour, il y a environ 5 mois, je vais beaucoup mieux. Je suis heureux. Et si c'était le rôle de ce cerf, qu'il soit réel ou non, alors je lui suis profondément reconnaissant. Celle-là est un peu absurde, mais c'est le seul vrai truc inexplicable, et peut-être surnaturel, qui me soit arrivé. J'avais environ 12 ans, j'étais au lit, attendant de m'endormir, quand j'ai entendu ce bruit très familier, un chat qui fait ses griffes sur le tapis. Je me suis redressé, j'ai regardé autour de moi, éclairé seulement par la lumière qui passait sous la porte. Et puis le bruit a repris, exactement le même, et cette fois je pouvais dire précisément d'où il venait, juste à gauche de la porte, dans une zone sombre de la chambre. J'ai poussé un soupir, je pensais qu'un de nos chats s'était faufilé dans ma chambre, je me lève, j'allume la lumière et il n'y avait pas de chat. J'ai fouillé la pièce, je suis même allé chercher mes parents, pensant qu'un de nos chats était resté coincé là toute la nuit sans qu'on le sache. On a vérifié ensemble. Les 2 chats étaient bien en bas, enfermés pour la nuit comme d'habitude. Je le sais, j'ai déjà entendu ce bruit des dizaines de fois, je sais exactement à quoi ressemble un chat qui fait ses griffes sur le tapis, et c'était dans ma chambre, entre mon lit et la porte. Il n'y avait rien d'autre que ce bruit, mais c'était clair, précis, réel. Depuis, jamais entendu ce son à nouveau, rien d'étrange. Un seul incident, isolé, que je n'ai jamais pu expliquer. Donc, ouais, probablement un chat fantôme. Et franchement, si j'avais droit à une seule expérience surnaturelle dans ma vie, je suppose que celle-ci était plutôt tranquille. Ma copine et moi venions de faire endormir son boxeur, après une longue maladie qui l'avait affaibli peu à peu. C'était une décision difficile, et l'absence du chien s'était fait immédiatement ressentir. La maison paraissait vide, et tout semblait un peu trop silencieux. Quelques nuits plus tard, j'ai fait un rêve. J'étais dans la cuisine, et son chien est entré, calmement, comme il le faisait avant. Il m'a regardé, puis est reparti. Dans le rêve, je me suis tourné vers ma copine, un peu choqué, et je lui ai dit « Tu as vu ça ?» Mais dans le rêve, elle n'avait rien vu. Encore quelques nuits plus tard, je me suis endormi profondément, et j'ai eu un autre rêve, beaucoup plus intense. Cette fois, son chien est entré dans notre chambre, comme s'il était simplement venu nous rendre visite. Il a sauté sur le lit et s'est couché sur ma poitrine, comme il aimait le faire. Je pouvais sentir son poids, la pression réelle de son corps contre le mien. Et j'ai eu ce besoin impérieux de me réveiller, de vraiment le voir. Mais comme souvent dans ce genre de rêve, c'était difficile, comme si j'étais englué dans le sommeil. J'ai lutté, forcé mes yeux à s'ouvrir. Quand j'y suis enfin parvenu, il était encore là, sa silhouette visible dans l'obscurité de la chambre. Puis, lentement, il a disparu, s'effaçant dans le noir. Je ne peux pas expliquer ce que j'ai ressenti, mais ce n'était pas de la tristesse. Juste un calme profond, une sensation qu'il était venu dire au revoir, ou peut-être simplement nous faire savoir qu'il veillait encore un peu sur nous. Un moment aussi simple que puissant, que je n'oublierai jamais. Le réveillon du 31 décembre, j'avais décidé de passer la soirée chez un ami qui vivait dans une maison absolument gigantesque, presque comme un manoir. La maison se trouvait au milieu d'un terrain immense, un véritable paradis privé, avec des arbres majestueux, des allées serpentant entre les buissons et un lac au centre de tout cela, comme un miroir reflétant le ciel étoilé. Il n'y avait pas grand monde, à peine 10 personnes, mais l'ambiance était calme et décontractée. Ce n'était pas une fête bruyante, mais plutôt un moment tranquille entre amis. Les parents de mon ami étaient très riches, mais ils étaient rarement là. C'est d'ailleurs eux qui lui avaient laissé la maison, une sorte de cadeau d'héritage, un héritage qui venait avec toute la grandeur et l'opulence que l'on peut imaginer. La soirée a commencé doucement, on a échangé des histoires, bu quelques bières, et passé du temps à se détendre. Il n'y avait pas de stress, pas de tension, juste des gens appréciant leur soirée, loin des préoccupations quotidiennes.
Le feu crépitait dans la cheminée, et de temps en temps, des éclats de rire éclataient dans la pièce. Nous avons fait la fête, mais à notre manière, sans excès, juste une ambiance tranquille qui se prêtait parfaitement à la situation. Le temps a filé sans qu'on le remarque, et finalement, on s'est endormi assez tard, chacun s'étalant un peu où il pouvait dans la maison. Le matin du 1er janvier, on s'est tous réveillés lentement. Il faisait froid à l'extérieur, mais à l'intérieur, la chaleur de la maison nous enveloppait. Il n'y avait pas de pression, juste cette sorte de calme qui suivait le début d'une nouvelle année. Nous sommes restés là-bas, à flâner dans la maison, à discuter, à regarder par les fenêtres ouvertes sur ce jardin immense, sans trop savoir quoi faire. L'un d'entre nous a proposé d'aller se poser près du lac. On a pris quelques bières, et on s'est dirigé vers l'eau, profitant du paysage tranquille et du silence autour de nous. Le soleil se couchait lentement lorsque quelque chose d'étrange s'est produit. Nous étions tous là, assis en cercle autour du lac, à discuter et à profiter de ce moment. Et soudain, une lumière bleue est apparue, d'abord discrète, presque imperceptible, à la surface de l'eau. Nous avons tous tourné la tête en même temps, intrigués. La lumière semblait monter lentement du fond du lac, presque comme si elle était tirée de l'eau elle-même. C'était si étrange, si irréel, que personne n'osait dire quoi que ce soit. On était tous là, les yeux fixés sur cette lumière qui se faisait de plus en plus intense, mais d'une manière douce, comme une lueur paisible. Et puis, en un instant, la lumière a pris la forme d'un cerf. Un cerf lumineux, dont la silhouette semblait se dessiner dans l'air, éclatante de cette étrange lumière bleue. Il se déplaçait avec une grâce surnaturelle, comme une créature de l'autre monde. C'était beau, presque magique. On aurait dit qu'il sortait directement du rêve. Le cerf s'est approché du bord du lac, puis, comme poussé par une force invisible, il a disparu dans les bois. Il s'était lancé avec une telle rapidité et fluidité qu'on n'a même pas eu le temps de réagir. C'était comme si la lumière elle-même avait pris vie, une apparition que l'on aurait cru impossible. Nous avons tous réagi en même temps, comme dans un réflexe. On a voulu le suivre, courir dans la forêt pour essayer de le retrouver, mais quelque chose en nous a retenus. C'était comme si l'on savait que ce qu'on venait de voir ne devait pas être suivi, que cette vision appartenait à un autre monde et qu'il était peut-être dangereux de trop en savoir. Nous nous sommes tous regardés, abasourdis, sans savoir quoi dire. Il n'y avait pas de doute, nous avions tous vu la même chose. Il n'y avait pas de question sur ce qui venait de se passer. Ce cerf lumineux, cette créature étrange, nous l'avions tous observé, sans exception. Aucun de nous n'était sous l'effet de l'alcool ou de toute autre substance. Nous n'avions pas fumé, nous n'étions pas ivres, rien de tout cela. Ce que nous avions vu était bien réel, et pourtant, c'était irréel. Il y avait comme un décalage étrange entre cette vision et le monde qui nous entourait. Ce cerf, ce phénomène, semblait provenir d'un autre monde, un monde que l'on ne comprenait pas, et qui nous était inaccessible. Nous étions tous là, stupéfaits, figés par ce que nous venions de vivre, mais au fond de nous, on savait que ce moment allait marquer nos vies d'une manière que nous ne pouvions pas encore comprendre. Nous avons finalement quitté les bords du lac, sans vraiment parler de ce que nous avions vu. La magie de la nuit avait disparu aussi soudainement qu'elle était arrivée. Mais tout le monde savait que cette expérience, aussi étrange qu'elle fût, resterait gravée dans nos mémoires. Nous n'avons plus jamais rien vu de similaire, mais ce souvenir persiste, comme une énigme non résolue, un mystère qui ne nous a jamais quittés. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.